Habib Diarra inscrit l'unique but de la partie. Et c'est pas un but qui arrive d'entrée de jeu quand tout le monde est frais. Non, il arrive à la 70e minute. Une réalisation qui fige le score à 1-0 pour Sunderland. Et à l'extérieur, je le rappelle. C'est le genre de moment où on bascule d'un match sous très haute tension à une fin de rencontre où chaque seconde devient une bataille pour la survie. Si on relie ça à une perspective plus large, le timing de ce but, c'est peut-être l'élément le plus révélateur de sa note globale en fait. Ah bah totalement. Le document nous indique que c'est le deuxième but de Diarra en 12 apparitions en Première Ligue cette saison. Ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, cette victoire 1-0 permet à Sunderland de s'installer à la 11e place du championnat. En atteignant un total de 40 points. Et voilà, les fameux 40 points. Et pour tous les passionnés qui suivent assidûment le championnat anglais, la barre des 40 points, c'est le Graal. Le maintien assuré. C'est pas juste un chiffre arbitraire, c'est un vrai soulagement institutionnel, c'est le seuil mathématique officieux qui garantit presque à 100% de rester dans l'élite. L'assurance pour le club de conserver les immenses revenus liés aux droits télévisés l'année suivante. Il faut même aller plus loin, je pense. Atteindre ces 40 points grâce à un but à la 70e minute à l'extérieur, ça en dit long sur la capacité de concentration de l'équipe. Et particulièrement de son buteur, ouais. À ce stade du match, surtout dans un affrontement super fermé qui en est encore à 0-0, les organismes sont entamés. L'acide lactique s'accumule. C'est ça. La lucidité tactique des défenseurs commence à s'effriter un peu. Et les espaces, même s'ils sont restreints, se jouent sur des toutes petites fractions de secondes. Donc frapper à la 70e minute, c'est l'illustration parfaite de la capacité à capitaliser sur le moindre relâchement adverse. L'efficacité dans ce contexte-là vaut bien plus que n'importe quelle domination stérile en première mi-temps. Lucidité parfaite à la 70e minute, il faut comprendre ce qu'il a vécu pendant tout le reste du temps. Son match de Londres. Exactement. Et la statistique que je trouve la plus frappante dans l'article de Salle, c'est le temps de jeu cumulé face au nombre de ballons touchés. Diarra a joué l'intégralité du match, 90 minutes. plus le temps additionnel, et sur toute cette durée, il a touché le ballon seulement 21 fois. C'est ahurissant. 21 touches en 1h30. Faites le calcul, c'est en moyenne une touche toutes les 4 ou 5 minutes. Et on sait très bien que le football ne marche pas de manière aussi linéaire. Il y a très probablement eu des périodes de 10, 12, peut-être 15 minutes consécutives où il n'a pas vu la couleur du ballon. C'est une donnée qui nécessite une vraie empathie tactique pour la comprendre. Il faut imaginer la charge mentale que ça représente sur le terrain. Surtout pour un joueur à vocation offensive. Pour eux, le ballon, c'est une récompense. C'est ce qui justifie les appels à haute intensité, le replacement défensif épuisant, le pressing. Traverser des périodes de 15 minutes de jeu haché, de course dans le vide, sans jamais recevoir cette fameuse récompense, c'est une épreuve psychologique terrible. Beaucoup de joueurs finiraient par craquer face à cette frustration. Bah oui, ils finiraient par dézonner, par redescendre beaucoup trop bas sur le terrain juste pour toucher la balle et se rassurer. Ce qui déséquilibrerait tout le bloc équipe au final. Exactement. C'est le syndrome classique de l'attaquant frustré qui vient jouer les milieux récupérateurs et qui du coup manque cruellement à l'appel quand le contre se déclenche enfin. C'est tout à fait ça. Mais ici, le fait qu'il n'ait que 21 touches montre une discipline de fer. Il a accepté d'être l'ombre de ce match pour respecter le plan de jeu de Sunderland. Et le plan de jeu, il se dessine très clairement à travers la dissection de ses passes. Le rapport de Sénépost fournit un filtre assez spécifique là-dessus. Sur l'ensemble du match, avec ses rares ballons, Diarra tente 10 passes. Seulement 10 passes ? Et il en réussit 6. Donc 60% de réussite globale. Si on s'arrête juste là-dessus, on pourrait dire que c'est super médiocre. Bah oui, un milieu de terrain classique tourne souvent autour de 85 ou 90% de passes réussies. C'est justement le piège de la lecture brute des données. 60% de réussite, ça ressemble à un joueur qui rend presque un ballon sur deux à l'adversaire de manière un peu brouillonne. Sauf qu'il faut regarder d'où ces passes partent et surtout où elles arrivent. Le rapport précise 2 éléments fondamentaux. Lesquels ? Premièrement, 0 passe longue réussie sur 3 tentatives. Ça confirme ce qu'on disait à l'instant. Quand il touche le ballon, c'est pas pour orienter le jeu depuis sa propre moitié de terrain. Il n'est pas à la base de la construction. Pas du tout. Et deuxièmement, et ça c'est la statistique qui éclaire toute sa performance, il a réussi 2 passes sur 3 dans le dernier tiers du terrain. Ah oui, 67% de réussite dans la zone de vérité. C'est ça qui fait toute la différence. Le dernier tiers, c'est là où la densité de joueurs est étouffante. À l'extérieur, face à une équipe de Leeds regroupée ou en train de presser agressivement, chaque centimètre vaut de l'or. C'est clair. Réussir 67% de ces transmissions dans cette zone-là, c'est vraiment ce qui sépare une possession stérile d'une véritable menace offensive. C'est un peu comme un tireur d'élite. C'est une bonne image. Il n'a pas besoin de vider son chargeur à l'aveugle, il attend patiemment la fenêtre de tir parfaite. Mais il faut quand même nuancer cette idée du tireur d'élite
purement passif. Comment ça? Un tireur d'élite est généralement caché, à l'abri, en attendant son moment. Sur un terrain de première ligue, surtout quand votre équipe subit le jeu et que vous êtes aligné haut sur le terrain, vous êtes jamais caché. Vous êtes constamment sous la pression des défenseurs centraux adverses. Voilà, l'attente de Diarra n'a pas été une attente confortable. Les statistiques de ses passes dans le dernier tiers montrent que ces rares prises de balles se sont faites dans l'entonnoir sous une pression maximale. Sa performance est d'une grande chirurgie, certes, mais une chirurgie pratiquée en plein champ de bataille. Absolument. Et ce champ de bataille, les chiffres nous le décrivent très bien. Ça nous fait une transition parfaite vers la dimension physique de son match. Qui est primordial ici. Parce que pour peser avec seulement 21 touches, on ne peut pas se contenter d'être un fantôme qui surgit de nulle part au bon moment. Il faut absorber les chocs. Et pas qu'un peu. Le correspondant sénégalais relève qu'Habib Diarra a subi 3 fautes pendant cette rencontre. Quand on met ça en perspective, 3 fautes subies pour seulement 21 touches de balle. C'est un ratio énorme. C'est massif. Grosso modo, 1 fois sur 7, quand il reçoit le ballon, l'intervention adverse est tellement agressive ou en retard qu'elle est sanctionnée. Ça soulève une question super importante sur la manière dont Leeds a perçu Diarra, malgré sa discrétion apparente dans le jeu. C'est-à-dire, Si vous subissez autant de fautes par rapport à votre volume de touche, ça indique 2 choses. D'abord que vous recevez très souvent le ballon dos au but, avec un gros défenseur collé à vous, ce qui oblige à une couverture de balle très physique. et la deuxième chose, Ça prouve que l'adversaire vous identifie comme une menace immédiate. L'équipe de Leeds préférait commettre la faute directe plutôt que de le laisser se retourner ou dévier le ballon dans le sens du jeu. ce qui tactiquement est un atout gigantesque pour une équipe comme Sunderland qui mène 1-0 ou qui cherche juste à faire baisser la pression. Le fameux gain de temps. Une faute subie au milieu de terrain ou dans le camp adverse, c'est 30 secondes de gagné. C'est tout le bloc défensif qui peut remonter de 20 mètres, reprendre son souffle, se réorganiser. C'est un travail de l'ombre colossal. Et qui n'apparaît pas du tout dans les résumés télévisés. Jamais. Et cette dimension de sacrifice athlétique prend une ampleur encore plus probante quand on s'attarde sur les statistiques des duels purs. Ces postes nous détaillent bien son rendement dans les face-à-face. Sur les duels aériens, il en remporte 2 sur 3, 67% de réussite dans les airs face à des défenseurs anglais. On sait à quel point c'est un domaine âprement disputé. Un vrai combat de rue parfois. Et sur les duels au sol, la tendance est identique. 4 duels remportés sur 6, à nouveau, 67%. Ce sont des chiffres de vrais spécialistes. Gagner les 2 tiers de ses combats physiques, quand on touche si peu la balle, ça veut dire que chaque contact compte vraiment. Par contre, il y a une ligne de statistiques qui pourrait sembler super contradictoire à première vue pour un joueur très engagé. Laquelle ? 0 tacle réussi sur une seule tentative. En 90 minutes, il a quasiment pas taclé. Au contraire, je dirais que cette absence de tacle valide complètement la lecture de son rôle sur le terrain ce jour-là. Ah oui, tu trouves? Le tacle, c'est souvent l'arme du joueur qui doit récupérer le ballon en phase de transition défensive ou couper une ligne de passe adverse. Si Diarra tacle pas, mais qu'il affiche 67% de réussite dans ses duels aériens et au sol, ça confirme qu'il agit principalement comme un point de fixation. Son combat physique consiste pas à courir après les chevilles des milieux de Leeds. Voilà. Il consiste à résister à la charge quand le ballon est balancé vers lui. Il est le point d'ancrage, il absorbe le pressing, met son corps en opposition, conserve la balle. D'où les fautes qu'il obtient. Exactement. Et ça permet à son équipe de s'extirper de son propre camp. C'est brillant quand on assemble toutes ces pièces. Souvent, la note d'un joueur nous donne juste une impression globale, mais ce qu'on vient de faire grâce aux données rapportées de Dakar, c'est vraiment de comprendre la mécanique interne de cette évaluation. C'est l'anatomie d'une note. Un 7,5 sur 10, dans l'imaginaire collectif, c'est un joueur qui a réussi des petits ponts, qui a enchaîné les transversales lumineuses, qui a été omniprésent à l'écran. Et la réalité que nous montre ce match est beaucoup plus rugueuse et exigeante. Les analystes ou les algorithmes qui ont attribué cette note ont récompensé le rendement par rapport aux conditions très dures du match. Diarra n'a pas dicté le rythme de la rencontre, l'équipe de Leeds a très probablement eu la possession. Mais chaque fois que le ballon a croisé sa route,